répète, les deux usagers, c'est-à-dire Nganou et Manuela, présents à cette heure sur la route, nous laissent suggérer qu'au moins l'un d'entre eux était allé fêter. Sinon, les deux étaient allés fêter. C'est pour ça qu'il est important d'établir exactement les circonstances de l'accident. Pour établir les circonstances de l'accident, on aura besoin des évidences. Il faudra que la police ou la gendarmerie, les autorités, recueillent toutes les évidences qu'ils pourront sur cet accident. Y avait-il des témoins? Est-ce qu'il y a des vidéos? Est-ce qu'il y avait des caméras dans cette rue? C'est autant de questions auxquelles il faudra qu'on réponde. Rappelez-vous dans le cas de Samy Lenoir, c'est quelques semaines après que la vidéo de l'accident de Samy Lenoir était sortie, prise par une banque qui était justement à l'endroit exact où il y avait eu l'accident. Donc nous attendons que les autorités recensent toutes les caméras qui étaient aux alentours du lieu exact de l'accident et que les vidéos de surveillance des établissements commerciaux à ce lieu dit nous montrent ces vidéos. Est-ce que vous comprenez ça? Dans le cas Samy Lenoir, parce que nous avons une particularité, nous les Camerounais, nous voulons toujours massacrer nos frères. Nous voulons écraser et tuer nos frères. Quand Samy Lenoir est décédé, la première chose qui est émanée dans la toile, c'est que Karimo a tué. Karimo est parti vendre dans le femme-là. Karimo a apporté, elle a tué. C'était ça, la version qui avait pignon sur rue pendant la mort de Samy Lenoir. Il a fallu que beaucoup d'évidences ressortent pour disculper Madame Karimo de ce cas-là. Mais sinon, beaucoup de gens étaient pour qu'on arrête Karimo parce que sa richesse serait injustifiée, parce qu'elle aurait vendu Samy Lenoir pour être riche, parce qu'elle est bamileke, parce que c'est elle qui l'a amené à Kribi, c'est elle qui est responsable de sa mort. Parce que c'est elle qui l'a employé, c'est elle qui est responsable de sa mort. Donc, voilà comment il a fallu que les vidéos d'évidence ressortent pour disculper Madame Karimo. Donc, nous savons que, puisque l'accident a eu lieu sur un lieu public, l'accident a eu lieu sur une chaussée, il y aura évidemment des vidéos qui vont ressortir et qui vont retracer exactement le scénario qui s'est déroulé ce jour-là. Il y aura des témoins, parce qu'on ne peut pas me dire que personne n'a vu cet accident. Il y aura des témoins qui vont sortir et qui vont dire exactement ce qui s'est passé ce jour-là. Donc tous ceux qui sont déjà montés au créneau et sont en train d'appeler à l'assassinat, TikTok, vous allez m'excuser, qui sont en train d'appeler comme ça à ce que Nganou soit fait harakiri, calmez vos ardeurs. La justice va prendre son cours. S'il est responsable de quoi que ce soit, il prendra ses responsabilités. Mais entre-temps, nous avons des faits. Nous avons des faits qui sont que des faits concordants jusqu'à présent, parce qu'il n'y a encore eu aucune autre version qui va contredire ce que nous avons tous ensemble pour le moment. La version la plus connue et la plus acceptée pour le moment est que à 2 h du matin ou alors très tôt le matin, le jour de Pâques, Francine Nganou sur sa moto a heurté une jeune femme dans la chaussée. Elle était sur la chaussée, elle traversait la route. Bien, très bien. Maintenant, il y a quelques éléments nouveaux qui sont en train d'arriver. Les premiers éléments sont que Francine Nganou est sur la route et il voit très bien la jeune femme. Francine Nganou essaye de freiner, mais la distance de freinage est très courte. Il freine autant qu'il peut. Il est sur une moto, la jeune femme est au milieu de la rue et il est en train de freiner. Se rendant compte qu'il ne peut pas complètement freiner, il essaie de couper derrière la jeune femme. Il essaie de couper. Le passager est ici. L'usager de la route est ici. Francine Nganou vient avec sa moto tout droit sur elle. Il voit qu'il essaie de ralentir. Il ralentit, mais il sent qu'il ne peut pas ralentir à temps complètement. Il passe derrière la jeune femme. Il passe derrière la jeune femme pour la contourner. Mais la jeune femme panique au milieu de la rue.
d'aller devant pour traverser complètement, elle fait marche arrière. Donc la jeune femme que Francine Nganou veut contourner, fait plutôt marche arrière et percute le côté de la moto. Elle percute le côté de la moto. C'est la raison pour laquelle elle ne s'en sort qu'avec 2 blessures, une à la jambe et une au bras. Si Francine Nganou avait percuté cette fille avec le devant de la moto de plein fouet, elle ne serait plus en vie. Si Francine Nganou avait heurté cette jeune femme de plein fouet, comme ça, pam, avec la moto, elle ne serait plus en vie à l'instant où il a cogné. Elle mourrait sur place. Pourquoi il allait mourir sur place? Parce que lorsque vous êtes percuté par un véhicule, votre corps décolle du sol. Lorsque vous êtes percuté par un véhicule, vous décollez du sol. Vous décollez du sol et vous ne contrôlez pas votre rechute. Quand vous montez comme ça là, vous tous vous vivez à Douala, là où il y a les accidents de Ben Sikine, vous voyez souvent. Quand la moto te cogne, si ça t'a cogné vraiment légèrement, tu vas tomber sur le côté. Mais lorsque la moto ou la voiture te cogne de plein fouet, tes pieds quittent le sol. Tes pieds quittent le sol dû à la vitesse et à la célérité, à l'impact du véhicule sur toi. Tes pieds décollent du sol et tu retombes complètement. Et quand tu retombes là, tu ne contrôles pas ta chute. Donc en général, quand les gens retombent, soit ils mettent les bras comme un réflexe pour amortir le choc, soit c'est la tête qui va cogner. Dans les deux cas, l'impact est si fort que la tête finit toujours par toucher le sol. C'est pour ça que les blessés d'accident, on commence d'abord par un scanner de la tête parce qu'il y a toujours un impact sur la tête. Je parle maintenant en tant qu'infirmière. Quand moi, en tant qu'infirmière en orthopédie, je reçois un patient d'accident de circulation, on lui fait d'abord un scanner complet du corps. Scanner complet de la tête aux pieds. Scanner complet. Dans la première heure de réception du patient, il va au scanner d'abord. C'est-à-dire, quand le patient arrive, nous recevons le patient. Première chose, on le stabilise sur, on appelle ça, comment on appelle ça encore là? On appelle ça le choc, le bord de choc. C'est-à-dire, on vous met sur un brancard où votre colonne vertébrale est complètement immobilisée. C'est-à-dire, on vous empêche même de tourner la tête de gauche à droite. Quand un accidenté de circulation arrive à l'hôpital, qu'il marche, qu'il soit couché, qu'il soit n'importe quoi, on l'immobilise d'abord. D'abord. Première chose qu'on fait, on l'immobilise d'abord. On met les attaches pour que le patient ne bouge même pas les bras. Ni les bras, ni... S'il veut faire pipi, parce que moi j'en ai eu un patient qui était immobilisé et crie, pleure, nurse, I want to pee, I want to pee. Si le patient veut faire pipi, limite vous coupez ses habits avec le ciseau. Vous découpez ses vêtements avec le ciseau. Et vous introduisez maintenant un petit... Nous avons les pissoirs en carton. Donc ils sont flexibles. On introduit le pissoir en bas du patient. Et le patient urine dedans. Si le patient dit je veux faire caca, on met tout ça en bas. Et si on ne peut pas, limite même on dit au patient, pisse sur toi. Parce que le risque de pisser sur toi, c'est juste que tu vas sentir mauvais. Par rapport au risque de ce que l'infirmière te bouge de ta civière et que ta colonne vertébrale soit complètement brisée. Et que tu aies une blessure indélébile à vie qui va peut-être te rendre paralytique ou tétraplégique ou hémiplégique. Je répète, hein, quand le patient un accidenté arrive, on l'immobilise. On l'immobilise, même s'il veut faire caca, il veut faire pipi, il fait ça là. Il ne bouge pas. Il fait ça là. On peut le nettoyer après. Le risque de sentir caca ou pipi n'est rien par rapport au risque d'être hémiplégique ou tétraplégique pour le reste de ta vie. Parce que si ta colonne vertébrale est brisée et que tu bouges, c'est terminé pour toi. C'est fini. C'est fini. C'est pour le reste de ta vie. Et on t'explique bien. On t'explique bien tous ces risques-là. Je reviens maintenant sur le cas. Donc,
j'étais en train de dire que les accidents de moto tuent plus que les accidents de voiture. Pourquoi? Parce qu'avec la moto, le point d'impact est unique. Avec la voiture, il est réparti. Et avec la voiture, vous avez un point de rechute avant de tomber au sol. Quand la voiture vous cogne de plein fouet, devant comme ça, la voiture vient, ça vous cogne. Vous allez d'abord chuter sur le capot. Le capot amortit une bonne partie du choc. Vous amortissez sur le capot avant de retomber au sol. Par contre, avec la moto, si la moto vous cogne de plein fouet, bam! Il n'y a nulle part où vous allez tomber. Vous allez seulement tomber sur le goudron. Et quand vous tombez sur le goudron là, soit vous cassez le crâne, soit vous cassez les bras, ainsi de suite. C'est pour ça qu'il y a un pavillon Ben Sikin à la Kentini. Parce que les motos font plus de dégâts que les véhicules. Donc déjà, pour que quelqu'un qui a fait un accident de moto, qui a été heurté par une moto, ne meure pas sur le coup, il faudrait qu'il y ait eu des circonstances atténuantes. Soit la vitesse n'était pas aussi élevée que ça, soit l'impact n'était pas si fort que ça. Et si l'impact n'était pas si fort que ça veut dire que l'accident n'a pas eu lieu de plein fouet. L'accident n'a pas eu lieu de plein fouet. Ça crédibilise donc la thèse selon laquelle il a essayé de contourner l'accidenté, mais elle a fait demi-tour. Bien. Alors, si cette fille a été transportée à l'hôpital, ça veut dire que sa vie n'était pas en danger immédiatement au lieu de l'accident. Ça veut dire que peut-être qu'elle s'est relevée elle-même. Parce qu'en général, ce que les accidentés font, sous le choc, ils ont envie de se lever et ils se relèvent très souvent. La plupart des gens qui sont cognés par la voiture ou par la moto se relèvent d'abord. C'est après que les gens viennent, on lui dit non, couche-toi, ne bouge pas, on essaie de voir si tu es stable et tout, si tu as tous tes esprits. Mais le premier réflexe d'un accidenté, c'est toujours de se relever d'abord. Donc, si cette fille s'est relevée, elle était donc en état d'être transportée à l'hôpital. Si elle ne s'était pas relevée, si elle était restée couchée au sol, si elle était inconsciente, si elle ne respirait plus, Nganou ne l'aurait pas portée sur sa moto. Si il a transporté la patiente jusqu'à l'hôpital, ça veut dire que la patiente était dans un état où elle pouvait être transportée à l'hôpital. Si elle était inconsciente, si elle ne respirait plus, si elle avait du sang qui coulait par la bouche, par les narines, il n'aurait pris aucun risque de la transporter. S'il la transporte, c'est parce qu'elle est debout. C'est parce qu'il parle avec elle. C'est parce qu'il lui demande comment tu te sens, tu as mal quelque part, ainsi de suite. Donc, il est rassuré que la blessure n'est pas aussi dangereuse ou ne met pas sa vie en danger tout de suite. Il la transporte à l'hôpital. Bien. Très bien jusque-là. Il la transporte à l'hôpital, très bien. Il la transporte à l'hôpital. La patiente arrive à l'hôpital. Et là, maintenant, je mets ma casquette de personnel soignant. Je mets ma casquette de personnel soignant. Je vous ai expliqué ce qui se passe quand on reçoit un patient d'accident de route. On immobilise le patient, on stabilise le patient. Stabiliser le patient veut dire quoi? Ça veut dire que dès que le patient arrive, on se rassure d'abord, qui n'a pas perdu connaissance. On fait le A-to-E assessment. Donc, Airways, est-ce que le patient respire? On lui pose des questions, oui. Si elle parle, elle respire, on est rassuré. Si le patient ne parle pas, nous avons un problème très sérieux. Première chose, nous faisons une évaluation des voies respiratoires du patient, Airways. Est-ce que le patient parle? Tu dis, hello, comment tu vas ma fille, ça va? Si elle te répond, ça veut dire que ses voies respiratoires sont ouvertes. Alors, voies respiratoires ouvertes, A to B, est-ce qu'elle respire bien? B, c'est breathing, respirer. Breathing, circulation, est-ce qu'elle saigne? On regarde. Parce qu'il faut, si elle saigne, la première priorité, c'est d'arrêter l'hémorragie. Là, on doit d'abord stopper l'hémorragie. Est-ce que la patiente saigne? Est-ce qu'elle est blessée? Si on constate un saignement, immédiatement, on fait un pansement pour arrêter le saignement, pour fermer la blessure, limiter l'infection et arrêter le saignement.
Voilà les choses que nous faisons en tant que personnel soignant. D'abord, avant toute chose, d'abord. C'est-à-dire que quand le patient arrive, on ne met pas d'abord la perfusion. Le patient arrive un accidenté, on ne met pas d'abord la perfusion. Arrêtez avec ça. On ne met pas la perfusion sur un accidenté d'abord. Première chose, je reçois le patient, j'immobilise le patient parce qu'il faut sécuriser la colonne vertébrale pour minimiser les risques d'hémiplégie, de tétraplégie. Deuxième chose, je stabilise le patient. Est-ce que le patient respire? Est-ce que le patient saigne? Est-ce que le patient a une infection? Est-ce qu'il y a une blessure grave sur le patient? Une fois que le patient est stabilisé, je prends mes paramètres vitaux. La pression artérielle. Est-ce que le patient a un choc hémogénique? J'espère que vous savez tous ce que c'est qu'un choc hémogénique. Un choc hémogénique survient lorsqu'il y a eu une hémorragie grave. Est-ce que le patient a perdu beaucoup de sang sur la scène? Je ne sais pas parce que je n'étais pas là. Pour estimer si le patient a un choc hémogénique, je prends d'abord sa pression artérielle. Si la pression artérielle est très faible, j'ai un problème très sérieux. Si la pression artérielle est très faible, j'ai un problème très très sérieux. Et le deuxième signe de choc hémogénique, c'est le rythme cardiaque. Est-ce que le rythme cardiaque est très élevé? Parce que le cœur sera en train de battre très fort pour compenser l'hypovolume sanguin. C'est-à-dire que le manque de volume de sang. Parce que lorsque vous perdez du sang, le volume de sang en circulation baisse. Et lorsque le volume de sang en circulation baisse, le cœur commence à battre très vite pour alimenter les organes vitaux, que sont les reins, le foie, ainsi de suite, le cœur lui-même, les poumons. Donc le rythme cardiaque sera très accéléré et le taux de sang dans le cœur, donc la pression artérielle sera très basse. Lorsque j'ai ces deux signes, moi en tant qu'infirmière, j'alerte immédiatement ma hiérarchie. J'ai un problème très sérieux entre les mains. J'ai une urgence médicale. À l'heure là, je ne blague plus. Je suis en mission commando pour sauver ce patient. Je suis en mission commando parce que là, je sais que j'ai un patient qui est en état de choc hémogénique. Donc, vous avez ces choses-là. Donc, moi, en tant qu'infirmière, voilà ce que je fais. Voilà ce que je fais. Je stabilise le patient. Une fois que je remarque qu'il y a choc hémogénique, sans même attendre la prescription du médecin, parce que je peux le faire en cas d'urgence. La loi, partout on va m'amener, je dirais que j'ai agi en cas d'urgence. In emergency, you are allowed to act to save life. I repeat that. In emergency, you are allowed to act to save life. Donc, si le médecin est en train de traîner, s'il a autre chose, s'il y a hémorragie, je repère le point d'hémorragie. Si l'hémorragie est interne, c'est là où nous avons notre problème. Si l'hémorragie est interne, parce qu'il peut y avoir hémorragie interne, il peut y avoir rupture d'un organe à l'intérieur du corps du patient, qui cause une hémorragie interne, qui va aussi causer un choc hémogénique, une hypotension artérielle. Là, j'ai un problème sérieux. Si je constate que le patient a une baisse de volume sanguin, sa pression artérielle est faible, mais je ne vois pas là où le sang coule, je ne me pose pas de questions. C'est scanner immédiat. Scanner à l'instant même. Scanner immédiat, emergency scanner. C'est-à-dire que même s'il y avait un autre patient dans le scanner, on retire ce patient-là parce que celui-ci, sa vie est en danger. On appelle le département de scanner de toute urgence. À l'instant, les portiers, c'est-à-dire les gens qui poussent ces patients-là, ils arrivent, ils transportent le patient à l'immédiat et j'accompagne le patient. Parce que si le patient perd connaissance, en tant qu'infirmière, je dois être à côté du patient pour commencer la réanimation. S'il n'y a pas de saignement externe, à l'immédiat, scanner. Scanner, parce qu'il faut qu'on sache où est-ce que la perte de sang est en train de survenir. S'il y a perte de sang externe, ce que je vais faire, je repère le lieu de perte du sang. On nous a dit que le patient avait 2 fractures. Fracture au bras et fracture à la jambe. Bon. Est-ce que les fractures sont ouvertes? Est-ce que le sang est en train de couler? Quelle quantité de sang est en train de couler? En tant qu'infirmière, je peux estimer la quantité de sang par les marques de sang sur les vêtements du patient. Par la quantité de sang à côté, sur le drap. J'estime la quantité de sang que le patient a perdu. Ma première chose donc sera
d'arrêter l'hémorragie, fermer le point de sortie du sang en faisant un pansement, un bandage hémorragique à cet endroit. Je ferme l'endroit où le sang est en train de couler et je commence avec une intraveineuse. Une intraveineuse, c'est-à-dire que des fluides intraveineux, déjà pour augmenter le volume de liquide dans le corps. Mais ça, c'est pas suffisant. Dès que le patient, il est établi que le patient a une hémorragie, nous faisons une prise de sang à l'immédiat qui va nous déterminer le taux d'hémoglobine. Le taux d'hémoglobine nous dit si le patient est anémié, c'est-à-dire s'il a perdu beaucoup de sang. Si le taux d'hémoglobine est à moins de 70, transfusion sanguine immédiate. Transfusion sanguine immédiate. C'est-à-dire le sang que je prends au patient, à ce moment-là, va nous servir à beaucoup de choses. Ce sang-là nous détermine le taux d'hémoglobine, nous détermine le taux d'inflammation. Le taux d'inflammation étant une réponse biologique à tout choc et même aux infections, qui va aussi nous déterminer, alors je parlais du taux d'hémoglobine, du taux d'infection, du taux d'inflammation, qui va nous déterminer même le groupe sanguin du patient, parce qu'on a besoin de ça en urgence. S'il faut transfuser le patient, il faut qu'on sache de quel groupe sanguin il est, et ça se fait dans les minutes qui suivent. Donc on fait toute cette batterie de tests sanguins là, et chez nous c'est en quelques minutes, hein. Lorsque je le fais, dans les 15-20 minutes qui suivent, j'ai tous les résultats, et je peux commencer le traitement à l'instant. Ce traitement sert à quoi? Tout ce que nous faisons à la réception du patient, c'est pour le stabiliser d'abord. On stabilise d'abord le patient. En aucun cas, un patient arrive à l'hôpital et il va au bloc opératoire immédiatement. Non. On stabilise d'abord le patient. Et ensuite, après avoir stabilisé le patient, nous faisons tous les examens médicaux nécessaires qui sont antécédents à l'opération. C'est-à-dire, avant l'opération, il y a une batterie d'examens médicaux et de questions qu'on va poser aux patients. Le scanner sera fait, comme je vous l'ai dit. Le scanner va nous dire s'il y a des lésions internes, s'il y a peut-être le foie ou la rate qui a été blessée, s'il y a peut-être le foie ou la rate qui a été blessée lors de l'accident. Parce que voilà les plus gros risques. La fracture du bras, du pied, ce n'est rien. Je répète, le bras cassé et le pied cassé, ce n'est rien. Le plus dangereux dans l'accident, rupture du foie, rupture de la rate, on a un problème très sérieux. Si le patient a brisé son foie ou sa rate, nous avons un cas très très sérieux. Et là, on ne va pas, c'est-à-dire que la fracture du bras et du pied sera secondaire. Notre priorité, ce sera de résoudre la rupture du foie ou de la rate. Parce que ce sont des organes vitaux. Vous pouvez perdre un bras, mais vous ne pouvez pas perdre votre foie. Vous pouvez perdre un pied, mais vous ne pouvez pas perdre votre rate. Et même encore que la rate, on fait l'ablation de la rate. Même la rate, on fait l'ablation de la rate. Donc, mais le foie, si le foie est blessé, ça c'est une priorité. Et aucun patient accidenté de route n'ira au bloc opératoire pour avoir son bras opéré sans qu'on ne sache si la rate n'a été rupturée. Aucun médecin au monde, s'il en existe, montrez-le-moi. Moi, je ne suis qu'infirmière. Je vais crier sur lui et le jeter en prison. Aucun chirurgien au monde ne peut opérer un bras cassé sans faire le bilan total du patient. Est-ce que vous comprenez ça? Aucun chirurgien au monde ne peut faire une opération d'un bras cassé ou d'une jambe cassée sans faire le bilan total du patient. Parce qu'une opération, c'est un risque majeur. Et avant d'opérer un patient, on s'assure que le patient est le plus stable possible. C'est pour cela qu'on peut même retarder l'opération. Tant qu'on n'est pas sûr que le patient est stable, on retarde l'opération pour stabiliser le patient. L'opération de Maître Swap avait été retardée.
Parce qu'il fallait stabiliser le patient. Stabiliser le patient passe par quoi? Un instant. La blessure qui est la cause de l'opération ne risque pas la mort du patient, le médecin a le droit de retarder l'opération. Une fracture au bras peut être retardée, l'opération d'une fracture au bras peut être retardée si le patient a une autre condition plus urgente qu'on doit d'abord stabiliser. Donc le chirurgien peut retarder l'opération pour stabiliser le patient. Voilà. Je reviens donc au cas de Manuela. Manuela arrive avec, nous dit-on, une fracture au bras, une fracture au pied. Ça, c'est ce qu'on peut voir. Ça veut dire que s'il y a eu report de fracture au bras et au pied, c'est que les fractures étaient ouvertes et c'est ce que les gens ont observé. Que ce soit sa famille, que ce soit le personnel soignant. Et je dirais sa famille. Parce que c'est eux qui ont amené l'histoire chez Nzuimanto. C'est eux qui ont donné les photos de la défunte chez Nzuimanto. Donc, la famille a relaté à Nzuimanto qu'elle avait une fracture au bras et une fracture au pied. Donc, ils ont observé la fracture au bras et au pied. Très bien. Mais ce que la famille ne sait pas, et là où les gens sont en train de spéculer, c'est que, est-ce qu'elle avait une rupture de foie ou de la rate? Les gens sont en train de dire, oui, ne dites pas que l'opération ne l'a pas tuée parce qu'elle pouvait avoir une fracture de la rate ou du foie. À cela, je réponds strictement qu'il est impossible, je répète, il est impossible qu'un chirurgien aille opérer un bras cassé en laissant un foie rupturé. Si un médecin l'a fait à l'hôpital général de Yaoundé, arrêtez-moi ce médecin. Je reprends. Aucun médecin au monde ne peut réceptionner une patiente avec le bras cassé et le pied cassé et l'opérer directement. Si un médecin l'a fait à l'hôpital général, allez me chercher ce médecin. Parce que le protocole international de chirurgie orthopédique et même de chirurgie, le protocole international qui peut être vérifié sur le site de l'Organisation mondiale de la santé et sur les sites des sociétés internationales de chirurgie, vous disent qu'on n'opère pas un patient sans s'assurer qu'il est stable. Et pour s'assurer que le patient est stable, on lui fait un scanner complet du corps. D'abord, le scanner complet du corps doit être à mesure de nous révéler tous les dommages qu'il y a sur le corps du patient. Est-ce que vous comprenez? Si un médecin a opéré un patient parce qu'il a le bras cassé et le pied cassé, sans se rassurer que le foie ou la rate sont intacts, c'est un criminel. Arrêtez-le. Donc, nous enlevons dans l'hypothèse, c'est-à-dire par cohérence intellectuelle et clinique, je répète, par cohérence intellectuelle et clinique, nous enlevons l'hypothèse que la patiente avait un foie ou une rate brisée, rupturée, blessée. Parce que si elle avait eu des organes internes blessés, elle ne serait pas allée en chirurgie immédiatement. Le corps médical aurait cherché d'abord à résoudre ce problème avant d'aller résoudre le problème du bras ou du pied. Si elle a donc eu une opération orthopédique, virgule, ça suggère qu'elle n'avait pas d'organes internes endommagés. Point. Est-ce que vous comprenez le raisonnement? Si elle avait eu une rupture d'organes internes, virgule, elle n'aurait jamais subi d'opération orthopédique.
en quelques jours. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Si ce n'est pas assez clair, je reprends. Le protocole de chirurgie internationale dit que on n'opère pas un patient qui n'est pas stable physiologiquement. On n'opère pas un patient qui n'est pas stable physiologiquement. Donc, si la fille a été opérée, virgule, ça suggère que tous les examens ont été faits et qu'ils n'ont trouvé aucune lésion interne. Point. Est-ce que vous comprenez le raisonnement? Est-ce que vous comprenez le raisonnement? Je pars donc du principe que mes collègues à l'hôpital général ont suivi les protocoles internationaux qui sont inviolables, qui sont des principes inviolables, qui sont comme des théorèmes en mathématiques. C'est-à-dire qu'on les applique. On les applique. On les applique d'abord. Monsieur Boussebelle Vanessa, si tu ne connais rien, dégage. J'avais fait l'analyse de la mort de Samy Lenoir où j'ai déshabillé le professeur Aimé Boni qui était venu nous dire qu'il est mort d'embolie osseuse. Quand on ne connaît rien, on ferme ses fesses. Vous venez ici réfléchir avec vos vagins pourris, espèce de sale chouette. Quand on est illettré, on reste à la maison. On ne vient pas, on vient pas perturber les gens qui ont fait des années d'apprentissage et des années de pratique. Je vous rappelle que je suis cadre infirmière, spécialiste en respiratoire, en gastro, en chirurgie et en gynécologie. Voilà les 4 formations que j'ai faites. Je vous le rappelle. Et j'ai beaucoup plus pratiqué en respiratoire, en gastro et en chirurgie orthopédique. Chirurgie orthopédique. Ma routine tous les jours, c'est de recevoir des patients qui auront les reins, la hanche remplacée, le genou remplacé. Vous pensez qu'on est égal ici dans Facebook? Si vous êtes des vendeuses de piments, c'est votre problème. Nous sommes dans un live professionnel. Amenez votre vente de piments ailleurs. Vous parlez à un professionnel de la santé. Diplômé. Je dis bien diplômé. Donc quand je parle de mon domaine, je parle de ce que je connais et de ce que je pratique dans l'un des pays les plus avancés au monde. Vous avez compris ça? Dans l'un des pays les plus avancés au monde. Même les États-Unis qu'on dit là. La plupart des nurses aux États-Unis travaillent dans les maisons de retraite parce que c'est de l'argent facile. Elles font la routine, elles gagnent beaucoup d'argent là-bas. Ça, je ne vais pas je vais le leur concéder. Les nurses aux États-Unis gagnent beaucoup d'argent. Elles font le travail facile. Elles sont dans les maisons de retraite. Elles donnent les médicaments de routine tous les jours. Moi, j'ai choisi de ne pas travailler dans les maisons de retraite. Je suis en milieu clinique à l'hôpital. C'est-à-dire que la connaissance clinique, je l'ai. Je suis d'abord biologiste, biochimiste à la base. Dans l'anatomie, la physiologie, le fonctionnement cellulaire, je le maîtrise. Avant de porter ma casquette d'infirmière. Et quand on parle, les vendeuses de piments viennent ici écarter leurs fesses. On vous a dit qu'on joue dans la même cour. Donc, parce que vous me voyez dans Facebook, vous croyez que je suis dans la même catégorie que vous, hein? Je suis une professionnelle, mon ami. Je suis une professionnelle. Et je mets au défi toutes les femmes qui se pavanent dans la toile là. Tous ceux qui jacassent dans la toile. Ouvrez votre caméra et parlez de votre métier avec aisance, sans prendre les bords comme moi. Je parle des procédés cliniques sans toucher à un bord. Là où je suis assise là. Et tout ce que je dis est suivi par des médecins. Il y a des médecins, des professeurs, des infirmières qui sont là, qui me suivent. Je vous ai dit que je travaille avec des professeurs en chirurgie orthopédique au Cameroun. Qui viennent me consulter. Pas pour les connaissances cliniques, mais pour les procédés, les procédures. Parce que chez nous, en Angleterre, les procédés évoluent vite par rapport au Cameroun, par exemple. Je peux leur donner les dernières avancées sur les procédés en matière de chirurgie orthopédique qui n'ont forcément pas encore au Cameroun. J'assiste aux conférences internationales dans mes domaines de compétences avec les professeurs les plus gradés du monde entier. En tant qu'infirmière, je suis fière de moi. Je suis compétente. Ce n'est même pas les affaires qu'on dit au quartier là. Je suis compétente. J'ai la compétence de ma compétence.
J'ai la compétence de ma compétence. Et je dis prochainement, avant de venir jacasser dans la toile ici, que chacune ouvre sa caméra et parle de son métier. Oui, si vous êtes expert comptable, ouvrez votre caméra, parlez-nous de la comptabilité, parlez-nous de l'économie mondiale, parlez-nous de la crise des marchés, parlez-nous des placements financiers. Au lieu d'ouvrir vos larges bouches ici pour bavarder pour rien. Quand je parle de médecine, je sais de quoi je parle. J'aurais pu être médecin, mais j'ai choisi de ne plus passer ici derrière vieille. J'ai fait mes études dans le tard, parce qu'il fallait d'abord aider ma famille. Quand je suis arrivé en Europe, ma priorité était de faire monter mes petits frères, faire monter ma famille. Je suis arrivé, j'ai commencé à travailler. Et je suis arrivé à l'école dans le tard. Je n'en ai aucune honte. D'ailleurs, j'en suis très fière. Parce qu'en Europe, on donne encore la possibilité aux personnes matures d'aller à l'école. J'aurais pu venir en Europe et aller dans les soirées comme toutes les vieilles chouettes qui se pavanent avec les sacs de fausses marques partout. Qui sont dans les bars à Paris, dans les Nganda, tout ça. J'aurais pu faire la même chose. Mais je suis arrivé, j'ai commencé à travailler, j'ai fait monter ma famille et je suis allé à l'université. Et j'ai pas fait qu'une seule licence, j'ai fait 2 en Angleterre. 2. Et les gens viennent ici, s'assoient ici, poc, 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 poc. Poc, 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 poc. Anyway, revenons à notre cas clinique. J'étais de 10 ans, parce que je suis à l'aise quand je parle de mon domaine. Parce que je n'ai pas triché, je n'ai pas acheté le diplôme. Je me suis assise sur les bancs de l'école, j'ai fréquenté les gars. J'ai fréquenté, je connais ça. Donc, revenons sur le cas clinique. J'étais de 10 ans que lorsque le patient est stabilisé, lorsque le patient n'a pas d'autres risques, c'est là où il va à l'opération. Et comment est-ce qu'on s'assure que le patient n'a pas d'autres risques? On fait un scanner, comme je vous ai dit, on fait une évaluation physique du patient de la tête aux pieds. Évaluation physique du patient de la tête aux pieds. On fait un scanner, on se rassure qu'il n'y a pas d'autres blessures, qu'il n'y a pas d'autres risques. Maintenant, après avoir fait le scanner, nous passons aux antécédents médicaux. Est-ce que le patient a des antécédents médicaux tels que l'hypertension artérielle, le diabète, je ne sais plus quoi d'autre. Il y a plein de maladies que les gens ont. Est-ce que le patient a des antécédents médicaux qui peuvent avoir un impact sur son opération? Parce que quand le patient est diabétique, il y a tout un protocole pour opérer un patient diabétique. Je répète, quand le patient est diabétique, il y a tout un protocole que je ne vais pas dérouler ici parce que ça ne s'applique pas à Manuela. Ça peut s'appliquer si elle avait le diabète congénital, c'est-à-dire le diabète de type 1. Ça, je ne le sais pas. Il n'y a que ces médecins qui le savent. Si Manuela avait le diabète de type 1 et qu'elle devait subir une opération, le diabète de type 1, pourquoi? Parce que Manuela est jeune. Le diabète de type 1 est le seul diabète qui s'applique aux jeunes. Sauf si elle a attrapé le diabète de type 2 très tôt dans sa vie. Ce qui me paraît assez improbable vu sa corpulence et vu son âge. Le diabète de type 2 est généralement causé par l'obésité. Donc, je peux sans aucun, enfin, avec très peu de risque de me tromper, de dire que Manuela n'avait pas le diabète de type 2. Par contre, elle aurait pu avoir le diabète de type 1. Le diabète de type 1, c'est le diabète de l'enfance. Mais dans tous les cas, que ce soit le diabète de type 1 ou le diabète de type 2, quand nous recevons un patient qui est atteint de diabète et qui doit aller en chirurgie, il y a tout un protocole qu'on suit avant de mettre le diabète au bloc opératoire. Le patient. Je répète, quand nous avons un patient atteint de diabète par exemple, il y a tout un protocole. Chez nous, ici, on appelle ça sliding scale. C'est-à-dire que on met le patient sous un régime de contrôle de sa glycémie par intraveineux avant de l'amener en chirurgie. Et après la chirurgie, il reste sur ce régime jusqu'à ce que son taux de glycémie soit complètement stable et qu'il commence à manger. Donc, il y a tout un protocole pour les diabétiques.
Si Manuela avait des allergies, on va prendre cela en compte. Si Manuela prenait un traitement, on prend cela en compte. Si Manuela prenait des médicaments pour la conception, on va prendre cela en compte. C'est-à-dire, on prend l'historique des maladies du patient ou non, l'historique de tous les médicaments que le patient prend, parce qu'il peut y avoir interaction entre les médicaments que le patient prend déjà et ce qu'on va lui donner. Donc, on prend en compte tout cela. C'est pour cela qu'avant que les gens n'aillent en chirurgie, on leur demande de rester au minimum 6 à 8 heures sans manger ni boire. Parce que le patient doit être dans son état physiologique le plus basique. Rien d'autre ne doit interférer avec l'opération. Avant qu'on ne t'administre l'anesthésie, tu dois être à jeun pendant au moins 6, au minimum 6, 8 heures, voire même 12 heures, avant qu'on ne t'administre l'anesthésie. C'est pour ça qu'on prend toutes ces précautions-là. Maintenant, en ce qui concerne l'opération orthopédique, c'est-à-dire fracture, remplacement des os, ainsi de suite. Moi, dans mon département, nous avons deux types d'opérations orthopédiques. Nous avons des opérations orthopédiques programmées, c'est-à-dire que vous savez qu'en Europe, c'est beaucoup les personnes âgées.